On travaille avec des clients qui n'ont pas la même valeur du code pénal que le commun des mortels, en fait. Il n'y a pas un son où ils disent pas j'ai une grosse chaîne en diamant, j'ai tant de carats, j'ai ce pendentif, j'ai que du VS. Dans certains cas, c'est dur à dire, mais pour lui, ça aurait été presque mieux de mourir, par exemple, que de se faire voler sa chaîne. Mais à l'époque, il y avait 0 nana. On était 3 en soirée, quoi, de meufs. Bienvenue dans cette 4e saison du podcast thématique « Il était une fois le bijou » consacré aux joailliers du rap. Vous allez me dire, le rap, c'est le contraire de la culture joaillère. C'est l'antre de l'outrance, l'apologie du clinquant, l'épitomée du mauvais goût à coups de dollars revendiqués et d'un ruissellement de diamants arrogamment affichés, dont le dernier a défrayé la chronique est le diamant rose à 24 millions de dollars que l'illusiver s'est incrusté directement au milieu du front. Mais le rap a sa place comme mouvement culturel et ses joyaux appartiennent indubitablement à l'histoire du bijou et du luxe. La maison Sotheby's a d'ailleurs créé un département dédié où la couronne en plastique de Notorious Big a explosé les enchères en atteignant 600 000 $. Alors je suis allée à la rencontre des joailliers du rap et je vous propose en cet épisode de découvrir ce qu'ils créent. Des blazes précieux aux joyaux animés d'aujourd'hui, des grills au nouveau code du luxe façon hip-hop et de terminer par une mise en perspective pour comprendre comment ces curieux bijoux écrivent une nouvelle page de l'histoire de la joaillerie. Et dans ce monde aussi, le savoir-faire joaillier français est plébiscité. Dans l'épisode 1, nous avions écouté Béa Aka Anjuna, une joaillère, une pionnière, la première à avoir créé les bijoux pour le rap en France. Dans le 2e épisode, je vous ai proposé de découvrir le dark side du rap game façon bijoux. Dans le 3e, à contrario, nous avons écouté Jo Vaudran, qui crée avec bonheur les bijoux de Dadju, Nino et Kalash, les rappeurs français d'aujourd'hui. Pour le 4e épisode, nous avions découvert les grills, ces curieux bijoux dentaires que le hip-hop plébiscite avec Warren. Et puis, dans le 5e épisode, nous avons franchi l'Atlantique pour entendre Big O the Juggler à Los Angeles et comparer les pratiques. Aujourd'hui, je vous propose de réfléchir à l'interpénétration des codes du luxe et du hip-hop avec Théé, le fondateur de la marque Goldaya, qui vient de créer une gamme bijoutière, discrète et raffinée, en total contre-pied avec le bling habituellement usité. Bonjour Théé. Bonjour Anne, ça va? Oui, ça va. Alors, vous avez le parcours typique du hip-hop. Foot, vêtements, bijoux. Quelle évolution pensez-vous que votre génération représente dans ce parcours entrepreneurial? Alors, c'est vrai que j'ai un parcours vraiment typique. J'ai fait du foot, j'ai fait de la danse, j'ai fait du graffiti, j'ai fait des vêtements, j'ai fait des bijoux. Et en gros, j'ai envie de dire que notre génération, on a quelque chose de différent par rapport aux générations précédentes et aux générations d'aujourd'hui. C'est qu'on est vraiment entre deux générations. Ça veut dire qu'on a connu, entre guillemets, l'ancien monde et on a connu le nouveau monde. Et en fait, ça nous permet justement de prendre les anciens codes et d'utiliser les nouveaux codes pour en faire quelque chose de nouveau. Et c'est vraiment ça qui, pour moi, marque ma génération et qui peut faire la différence justement avec les nouvelles générations. Racontez-nous, vous faites du foot, on est en quelle année? Je fais du foot, on est en 2008, 2009, 2008, 2009, 2010. Et du coup, je fais 3 ans de foot. En vrai, ma carrière, elle est vraiment courte. Je fais 3 ans, on va dire 4 ans de foot. À la fin de la première année, on me repère et on me propose de faire des détections au centre de formation du Havre. Je fais les détections et on va dire que tout se passe bien. Du coup, le centre de formation du Havre veut me revoir et je joue entre le Havre et une autre ville qui s'appelle l'Isle-Adam. Après, avec le temps, je me suis rendu compte que j'aimais pas le foot autant que je le pensais. Ça veut dire que quand j'étais en centre de formation, on était vraiment matin foot, midi foot, le soir foot. On était vraiment dans un univers où on vivait le foot, on le mangeait. Et je me suis rendu compte que c'était un peu trop pour moi. Suite à ça, j'ai arrêté le foot, petit à petit. Et je me suis vraiment consacré à ma première passion qui était le design, la mode, la customisation. Et c'est là que j'ai commencé à customiser des t-shirts, des chaussures. J'ai dessiné avec du stabilo, des marqueurs sur mes Converse toutes blanches. Et au début, on rigolait. Quand j'arrivais au lycée, on disait « Mais pourquoi tu dessines sur tes chaussures ?»
pourquoi tu dessines sur tes t-shirts, pourquoi tu peux pas faire du flocage et tout. Mais on va dire que j'étais un peu un précurseur, dans le sens où quelques années plus tard, quand j'allais sur le marché de Clignancourt, j'ai vu plein de graffeurs commencer à faire des motifs sur les t-shirts. Et ça a été une tendance puisqu'on commence à voir ça dans les clips de rap, dans les interviews, dans les émissions télé. Et c'est là que je me suis dit, si j'arrive un petit peu à deviner ce qui va se passer, ce qui va arriver, il faut qu'à chaque fois que je sorte un projet, j'ai un temps d'avance. Peut-être que je ne vais pas être compris au début, mais justement, mon but, c'est de faire en sorte que les gens comprennent ce que je vais apporter, ce que je vais amener. Et de là, c'est vraiment dans cet état d'esprit que j'ai travaillé Goldaya. Toujours apporter quelque chose de nouveau. Et quand vous faisiez du foot, vous m'aviez raconté que votre entraîneur vous avait boosté psychologiquement en vous inspirant. Mon entraîneur, c'était Joseph Baya. D'ailleurs, je le cite dans mon livre. Et Joseph Baya, c'est, comme je dis, je crois, l'un de mes meilleurs entraîneurs. Dans le sens où il nous a formés au foot, mais il nous a surtout formés en dehors du foot. L'état d'esprit à avoir pour être le meilleur. L'état d'esprit à avoir pour gagner des compétitions. Il nous disait toujours que le foot, ça se joue avec la tête. Ça veut dire que vous pouvez être des milliers sur un terrain. Si vous n'êtes pas fort mentalement, si vous n'arrivez pas à vous démarquer, vous ne pourrez rien faire de grand. Et ce mindset-là, en fait, je l'ai gardé dans l'entreprise Goldaya, en fait. C'est qu'on est des milliers à faire des marques, mais il faut un état d'esprit, il faut une force de caractère, il faut des convictions, et il ne faut pas avoir peur de la concurrence. Au contraire, il faut les prendre comme des amis et jouer avec eux. Et c'est vraiment ce côté un petit peu, la rage un peu, voilà, c'est la rage de gagner, mais dans le bon sens. C'est ça qui m'a apporté et vraiment, je l'en remercie fortement. Et donc, Goldaya, vous le lancez quand exactement ? Goldaya, je le lance en 2008. En fait, je design toujours et en même temps, je joue au foot. Mais après, c'est le design qui prend le dessus. Et en 2008, je lance la première collection. Et à la base, Goldaya, c'était Aya Ambition. Aya Ambition, justement, il y avait le mot ambition pour tout ce qu'on voulait accomplir. Et puis Aya, c'était un acronyme. Et cet acronyme-là, en fait, il reprend les valeurs, entre guillemets, que Joseph m'a données. C'est l'attitude, rester qui tu es, l'intelligence de te démarquer par les autres et être assidu. Ça veut dire que lorsqu'on te dit des choses, il faut que tu les retiennes et que tu sois capable de les appliquer. Sinon, ça ne sert à rien. Donc, si je suis bien, les premières générations sont dans la banlieue, veulent en sortir, et elles le font à travers la musique, à travers l'art, le graphisme, et elles se font reconnaître. Elles se font aussi beaucoup d'argent, et d'un seul coup, cette mode, j'allais dire entre guillemets, violente, n'est plus à la mode. Donc, le hip-hop s'est fait entendre sa voix, est rentré chez Arcurial, mais les premiers, les initiateurs, en fait, souvent déposent le bilan. Et ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que, en plus de cette rage dont vous parlez, qui est le fait de sortir quelque part et de se faire reconnaître, qui a été fait par les initiateurs, aujourd'hui est devenue l'époque de la transformation. Et une transformation qui est psychologique, philosophique, symbolique, qui est, on n'a plus à prouver qu'on peut sortir, puisqu'on en est sorti, mais on a à prouver qu'on est aussi bon que les autres. C'est ça, on va dire, le grand défi, c'est ça. C'est qu'on a prouvé qu'on pouvait le faire. Et aujourd'hui, notre but, c'est de montrer qu'on est aussi bon que les autres et qu'on peut apporter quelque chose de nouveau et de leur proposer aussi des choses. Avant, j'avais l'impression qu'on était plus dans cette revendication et on voulait prouver quelque chose. On voulait prouver que notre art aussi, c'est un art à part entière. On voulait prouver qu'on pouvait s'en sortir avec nos propres moyens. Et de toute manière, on n'avait pas le choix. On ne pouvait que s'en sortir par nos propres moyens. Je pense que le fait que les gens aient vu qu'on arrive à s'en sortir, maintenant s'intéresse un peu plus à notre art. Mais le défi d'aujourd'hui, c'est, comme vous dites, c'est vraiment de montrer qu'on est à la hauteur. Parce que pour moi, c'est important. Quand on fait un travail, il faut bien le faire. Mais aussi de montrer que, ouais, c'est ça, si on peut leur apporter quelque chose de nouveau et qu'on est fait en fait pour collaborer ensemble. En vrai, c'est pas une guerre de notre art contre un autre art. Puisqu'en vrai, notre art, il est super ouvert. Même si on a l'impression qu'il est fermé, il accueille tout le monde. Et nous, on veut juste qu'on soit accepté tel qu'on est. Ouais, collaborer, montrer la diversité, l'échange. C'est vraiment ça qui fait toute la richesse de notre art. Et c'est pour ça que je dis notre art est le reflet de la société et de la population. Parce que quand on regarde autour de nous, on a de tout. Et c'est le reflet en fait de nos banlieues. Parce que quand on sort dehors, et ça j'en parle vraiment dans le livre où je dis que la banlieue c'est un terrain d'avenir. Si on peut côtoyer tout type de personnes, on peut apprendre tout type de langue, on peut apprendre sur tout type de religion,
On peut vraiment, si on est curieux, on peut découvrir le monde sur un petit périmètre. Et ça, c'est magique pour moi. Je pense que c'est une richesse qu'on a et qu'aujourd'hui, on arrive à exploiter correctement. Alors justement, comme en fait on peut dire la banlieue est un melting pot et que l'art c'est un mélange de toutes les aspirations et de toutes les cultures, vous avez aussi, je dirais presque vampirisé, les codes du luxe. C'est-à-dire que les premiers graphes hip-hop sont en couleur, sont démesurés, les bijoux sont énormes. Et aujourd'hui, même sur les designs des disques, eh bien, vous avez un lettrage qui est extrêmement sobre, qui est bâton, comme les codes du luxe, un travail plus en noir et blanc, avec un rap aussi, parce que le rap français est différent, avec un rap plus mélodique ou plus émotif, avec des sujets divers qui parlent de la famille, qui parlent de l'amour, et pas seulement, entre guillemets, mon fric, ma pute et ma Cadillac, en gros, voilà. Et donc, il y a cette, non seulement au début, vampirisation, et après, intégration des codes du luxe. Et notamment chez Goldaya, vous le déclinez complètement. C'est pas faux. Mais j'ai envie de dire que on a vampirisé justement les codes du luxe, mais c'est comme si eux l'avaient fait avant, mais nous, on savait pas comment le faire. Et c'est pour ça que on est dans une bonne génération, parce qu'on a vu justement nos codes repris par ce milieu-là, mais on n'avait pas les moyens, nous, de prendre leurs codes pour les mettre en avant, parce qu'on n'avait pas justement cette force marketing de promotion, de diffusion d'idées comme aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est vrai que on s'est beaucoup inspiré du luxe, comme le luxe est inspiré de nous. Et c'est ce que Karl Lagerfeld disait justement. Il disait le luxe et le streetwear sont faits pour collaborer ensemble. Ils sont mariés en vrai, parce que l'un s'inspire de l'autre. Et c'est comme ça qu'on fait évoluer la mode. Dans nos musiques, sur nos pochettes, il faut savoir que même dans ce qui est street, on aime ce qui est classe et ce qui est sobre. Avant, on était beaucoup plus dans le bling-bling, ce qui était flashant, les gros lettrages, qui étaient même retranscrits par des gros graffitis. Mais même dans le graphe, on a vu cette évolution où après, on dessinait des fresques. Et c'était beaucoup plus artistique. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que le graffiti a été reconnu comme un art à part entière et plus cité comme un art de rue. Et dans le vêtement, c'est pareil. Dans le bijou, c'est pareil. Je pense que on est des êtres humains comme tout le monde. On a différents goûts. Et la richesse qu'on a dans notre art, c'est qu'on arrive à tout mélanger, à tout mixer pour en faire un. Et on arrive à trouver les bonnes doses, justement, pour qu'il y ait quelque chose de nouveau. Et du coup, dans cet amalgame, les produits issus du hip-hop, maintenant s'adressent au luxe et à tout le monde, à travers cette luxurisation, j'allais dire, des produits du hip-hop. Et quand je vois la manière dont vous présentez votre collection, par exemple, avec beaucoup de noir et de blanc, avec un design très sobre, vous avez cette nouvelle interprétation, intégration. Oui, on a cette nouvelle interprétation. Ben, en vrai, c'est simple. Que ce soit pour le luxe ou pour nous, on va regarder ce qui nous plaît, on va le remettre dans notre espace et on va essayer d'apporter notre touche personnelle. Par exemple, dans Goldaya, on aime vraiment tout ce qui est sobre, tout ce qui est simple, tout ce qui est raffiné. Mais de l'autre côté, on a vraiment encore ces codes très urbains qui passent par des accessoires assez forts, imposants, qui passent par des styles de photos, des attitudes qui, on va dire, cassent un petit peu l'attitude classique des marques de luxe. Ouais, c'est un tout, on regarde ce qui nous plaît et on le transforme à notre façon. Et c'est vraiment ce qui fait l'originalité de notre art. Et vice-versa, hein, ceux du luxe regardent ce qu'ils aiment bien dans le côté urbain. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est beaucoup dans l'attitude, dans le style de modèle qu'ils vont prendre, dans les codes, dans les langages. Ils vont analyser ce qu'on fait et ils vont réussir à le mettre dans leur univers. Et je pense qu'aujourd'hui, nous, on commence à avoir leur niveau dans le sens où on arrive à travailler des univers de plus en plus carrés, de plus en plus propres, esthétiques, parce qu'on a de plus en plus de moyens. On travaille avec les bonnes personnes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut proposer quelque chose de urbain, mais aussi très luxe, et se mettre au même niveau qu'eux en vrai. Comme dans votre collection de bijoux, où en fait, au lieu de s'attendre à une énorme boucle d'oreille, un énorme collier, on a des perles toutes fines en chute,
on a une puce qui est votre logo, qui est une étoile, qui est complètement épurée. Ça aurait pu être, si ce n'était votre logo, un Chanel. Oui, c'est vrai. C'est exactement ça. Ça aurait pu être un Chanel, vraiment, c'est fin. Ça se décline à l'infini. On peut le porter sur une tenue très classe, élégante. Donc le bijou Goldaya a été conçu de la même façon en vrai. Dans le sens où je voulais créer un logo intemporel qu'on puisse porter sur une tenue classe, mais aussi urbaine. Et c'est là que on arrive à faire la différence. Et je pense même que Goldaya est le reflet de ce que les marques de luxe aimeraient avoir dès leur fondation propre. Sauf que nous, c'est dès la fondation qu'on a réussi à donner cette énergie, cette différence. C'est-à-dire prendre les codes du luxe tout en gardant notre base hip-hop urbaine et construire un empire avec. C'est pas quelque chose qu'on a rajouté à notre fondation, mais c'est quelque chose qu'on a intégré directement. Ça veut dire c'est comme si on avait un temps d'avance par rapport à ces marques-là qui, elles, ne peuvent pas changer leur fondation parce que faut garder l'image de marque, faut respecter le patrimoine. Vous voyez, ça engendre beaucoup de choses. Donc c'est plus facile, on va dire, d'éduquer un enfant lorsqu'il a 1 an plutôt que d'essayer de changer ses habitudes quand il en a 30 ou 40. C'est pas possible. C'est cette partie-là que j'aime bien chez Goldaya. Et je pense que c'est là qu'on fait la différence. Alors, quelque chose que j'ai noté qui est vraiment issu du hip-hop, c'est votre communauté. C'est-à-dire que, d'abord, n'importe quelle marque, et n'importe quelle marque de luxe, pourrait vous envier la ferveur avec laquelle votre communauté vous suit. Parce que même quand vous publiez un carré blanc sur Instagram, vous avez 1000 personnes qui vous like pour un carré blanc sans rien dessus. Et en plus, ils vous écrivent des petits mots. C'est vrai, ils écrivent beaucoup. Ils sont très actifs. Et c'est une grande force pour Goldaya. Honnêtement, c'est qu'ils sont très actifs, ils partagent, ils donnent leurs avis. Et je pense qu'ils sont comme ça parce que ils arrivent à se projeter à travers la marque et ils sentent que Goldaya leur apporte quelque chose de nouveau. Ça veut dire que c'est une communauté qui aime aussi les belles choses, mais qui aime aussi ce côté hip-hop, on va dire, un peu plus brut. Ils voient qu'à travers Goldaya, les deux peuvent être réunis. Ça veut dire qu'on a réussi à créer cette communauté en leur proposant ce nouvel univers, en communiquant ce message. Et ils nous suivent vraiment, ils nous défendent. Je m'en souviens, il y a même une petite histoire, on avait lancé un jeu concours il y a 1 mois, où je faisais gagner justement cette fameuse cravate revisitée, qui est beaucoup plus imposante. Quelques minutes plus tard après le post, il y a une personne qui a créé un 2e compte, se faisant passer pour Goldaya, sauf que lui, il avait mis 2 i, et il avait follow une centaine de personnes qui nous suivaient, et leur avait dit, si vous voulez gagner cette cravate, cliquez sur ce lien. Et en espace de 15 minutes, on a dû recevoir une centaine de messages, comme quoi les gens nous disaient, il y a quelqu'un qui se fait passer pour vous, tout ça et tout, on va le signaler. Et 30 minutes plus tard, le compte de cette personne avait déjà sauté sur Instagram. Pour vous dire en vrai la force de cette communauté qui protège, qui défend le projet. Et ça fait vraiment plaisir. Je les remercie. Mais cette communauté, elle est liée à vous. C'est-à-dire que les marques, quand elles communiquent, elles montrent ce qu'elles font, elles essayent d'avoir une adhésion, etc. Et vous, cette adhésion, elle part d'une certaine philosophie. C'est-à-dire que comme votre entraîneur vous a dit que c'était le mental, votre communication, vous ne dites pas « j'ai un nouveau produit ». Vous dites « tu veux être mannequin, viens nous montrer combien tu nous aimes et on s'en fout de comment tu es ». Ce qui est quand même extraordinaire pour un mannequin. Vous dites « ma direction, c'est mon étoile ». Vous dites « vas-y, défends tes idées ». En fait, vous êtes un philosophe et c'est pour ça que votre communauté vous suit. Bien sûr qu'elle aime votre marque, mais elle aime votre marque parce qu'elle s'adresse à vous et vous êtes un guide spirituel. Quand vous dites on est la génération du milieu et on doit prouver qu'on y arrive, dans toute votre communication, vous dites aux gens, vous allez y arriver vous aussi. Ce qui fait que là, vous en arrivez même à proposer du coaching de vie. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et honnêtement, cette communication, elle s'est faite au feeling en vrai. Vous savez, en cours de marketing ou autre, on nous apprend souvent à faire des storytelling. Sauf que moi, j'ai pas voulu faire un storytelling préparé à l'avance. J'ai été cash et j'ai dit, je vais raconter ma vie au jour le jour. Et je vais raconter comment j'ai fait pour en arriver là. Et vous allez être témoin en direct de mon évolution. C'est vrai que les gens, quand ils suivent mon Instagram, ils voient l'évolution en direct. Que ce soit pour les collections de bijoux, les prises de locaux, pour la vision, l'orientation.
Et en vrai, à un moment donné, je me suis dit que, vu que les gens s'intéressent vraiment à mon histoire et de comment j'ai fait pour en arriver là, je vais mettre des citations sur Instagram. Des citations toujours dans l'esprit positif. Parce que je pars du principe où les mots sont de la chair, on est le résultat de nos pensées. Plus on va penser positif, et plus on va tirer le positif. Même si c'est compliqué, c'est plus facile à dire. Je leur dis, c'est de cette façon-là qu'il faut penser pour y arriver. Et je suis bien placé pour le savoir, dans le sens où toute mon histoire, rien n'a été facile et on m'a rien donné. Ça veut dire, si je te dis qu'il faut penser positivement, crois pas que dans ma vie, tout roule. Parce que j'ai aussi autant de problèmes que toi. Et à l'heure où je te parle, ça se trouve, j'en ai des très gros, mais je te le montre pas. Après, j'ai pris le temps de développer les citations, les histoires qui se cachent derrière. Et je pense qu'à travers ces mots, ces histoires, il y a des centaines de personnes, puis des milliers qui ont commencé à se reconnaître, qui avaient besoin justement de s'identifier à des personnes comme eux. Et je pense que c'est là ma grande force. C'est que là, ils arrivent à s'identifier à une personne qui vient des mêmes zones qu'eux, des personnes que je peux croiser, ça se trouve, quand je vais sur Paris dans une soirée. Ils sentent que c'est quelqu'un de... Il y a une certaine proximité qui leur donne cette confiance de se dire, c'est une personne comme moi. Et c'est pas une personne que j'idolâtre, par exemple, à travers des réseaux, mais que j'ai jamais vu de ma vie, qui me raconte des choses, mais je sais pas s'il est comme moi, s'il peut comprendre mes problèmes, s'il peut comprendre la situation dans laquelle on vit. Et c'est vraiment toutes ces caractéristiques qui ont fait que ces gens se sont reconnus à travers mon histoire. Et je pense que c'est la très grande force de Goldaya. C'est que j'incarne tout ça. J'ai mis du temps avant de m'en rendre compte, mais on me l'a souvent dit. On m'a souvent dit, il faudrait qu'un jour tu prennes conscience que tu incarnes la banlieue et une élévation à laquelle la banlieue veut aspirer. Ça veut dire que tu es d'origine ivoirienne marocaine, j'ai ma mère qui est marocaine, ivoirienne, mon père qui est ivoirien, j'ai mon beau-père qui est breton. J'ai côtoyé les 3 millions en fait. Ça veut dire que même dans ma communication, j'aurais pas peur de parler de tel ou tel sujet. Ensuite, j'ai vraiment grandi en banlieue. Depuis toujours, ça veut dire que je connais leur code, je connais leur langage, les expressions. On est toujours sur le terrain, du coup, on est toujours dans le move, on va dire. Et puis après, dans la mode, ça veut dire que je sais combien c'est dur pour les jeunes de banlieue, même quand on fait des écoles de mode, de monter son projet, et d'y arriver, d'être recruté dans des entreprises. Et le message que je veux leur faire passer justement à travers Goldaya, ils le sentent, à travers l'énergie que j'y mets, c'est faut pas attendre après les autres. Même si tu as fait des écoles de mode, faut pas que tu attendes après certaines maisons pour vivre de ce que tu aimes faire. Si tu vois que c'est impossible et qu'on te ferme les portes, faut que tu le crées, ou alors faut que tu emmènes des gens avec toi pour créer quelque chose. Et c'est vraiment le cœur de Goldaya. C'est ça, cette énergie que les gens ressentent, ils me le disent. Ils disent, on a l'impression que avec Goldaya, tout est possible. On a l'impression que, en portant notre étoile, on va réussir à surmonter les difficultés auxquelles on fait face. Et c'est exactement ce que je veux faire passer. Et du coup, comment vous les organisez, ces coachings ? Après, les coachings modèles ou développement personnel ? Allez-y sur les deux. On va commencer le développement personnel. Suite aux citations et aux textes, on a vu qu'il y avait des milliers de personnes qui voulaient en savoir plus et comprendre comment le mindset est venu pour créer ces citations-là. Donc, on a décidé de créer des formations au sein même de la maison Goldaya. Et ça, c'est Jérémy Klinko, c'est le responsable partenariat et client qui organise ça avec un autre ami qui s'appelle David Candelier, qui lui est un sociopsychologue, c'est-à-dire qu'il est vraiment calé dedans. Et en fait, une fois par mois, on fait des formations. Petit comité, on en ramène 4 personnes qui s'inscrivent et on fait une formation vraiment personnalisée. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de développement personnel, c'est en vogue, mais je voulais apporter quelque chose de plus. Parce que pour moi, le développement personnel d'aujourd'hui, il est un peu trop superficiel. J'ai plus l'impression que c'est celui qui va lire le plus de livres de développement personnel qui va être le mieux armé, alors qu'en vrai, en lisant un seul livre, on peut être autant armé qu'une personne qui en a lu 50. Et c'est ça que je vais essayer de leur faire comprendre, même à travers les formations, où David va vraiment prendre les personnes cas par cas, va vraiment essayer de chercher ce qui a fait qu'ils se comportent d'une certaine façon aujourd'hui. Ces secrets-là, on les trouve en général en ayant des questions poussées, en allant chercher des réponses
liées à des situations ou des choses qu'on a vécues dans notre enfance. Ça veut dire que c'est pas un développement personnel, feu d'artifice, on va dire, pour épater les gens. C'est plus une introspection personnelle pour savoir ce qui s'est passé, comment rectifier ce blocage pour devenir la personne que je veux être. Et ces formations se passent une fois par mois. Et après, les mannequins, c'est à chaque shooting, il y a Jérémy qui fait les photos backstage. Et les modèles ont aimé comment on travaillait. Ils ont vu l'énergie, ils ont vu l'ambiance, ils ont vu le résultat final. Et ça, c'est très important. Et ils ont demandé à être coachés parce qu'ils ont vu que les modèles de Goldaya dégageaient une certaine confiance en elles qu'on peut retrouver dans le regard, dans l'attitude, dans les positions. Et elles ont envie d'être comme ça. On va proposer des formations coaching. Pour l'instant, elles ne sont pas encore datées, mais où on va prendre une demi-journée avec un modèle et vraiment travailler en profondeur. Toutes les mimiques, les attitudes, tout ça avec lui. Parce que déjà, comme c'est écrit sur votre site, vous dites aux jeunes femmes, présentez-vous juste si vous aimez notre marque en fait. Ouais. Peu importe comment vous êtes, ce qui est quand même très très fort en recrutement de modèles. C'est du jamais vu, mais vous savez, j'ai côtoyé, on va dire, le monde de la mode et j'ai vu ce que c'était d'être mannequin. J'ai vu des vrais mannequins avec les mensurations imposées. Et j'ai vu aussi les modèles qu'on pouvait avoir, qui avaient ces mensurations, mais qui n'avaient certainement pas les mêmes contacts ou les mêmes accès. J'ai pas voulu baser Goldaya sur le système classique de recrutement des modèles, justement. J'ai regardé autour de moi, j'ai vu la population qu'il y avait autour de moi, et je me suis dit, mais c'est avec eux que je vais travailler. Et en faisant ça, j'ai reproduit ce que j'avais fait en 2008 lors de mon premier shooting, où j'arrivais pas à avoir de modèle. Et j'ai regardé autour de moi, j'ai vu mes potes, et je leur ai dit, ça va être vous mes modèles. Grâce à eux, j'ai réussi à avoir des mannequins sur mon premier site et à vendre des vêtements. Aujourd'hui, je peux le faire, mais à plus grande échelle. Et je me rends compte aujourd'hui que les modèles que je prends font du aussi bon travail qu'un mannequin pro. Et la chance que j'ai, c'est que les modèles, dans la façon dont je les recrute, eh bien, on arrive plus facilement à se projeter et à s'identifier avec ces personnes-là qui, en vrai, sont des personnes de tous les jours. Et c'est cette façon de recruter qui va jamais changer chez Goldaya. Et de la même façon, là aussi, vous êtes une sorte de guide spirituel, puisque vous m'aviez raconté que vous m'avez montré la photo de cette jeune femme superbe, et vous m'avez raconté que quand elle était venue, elle n'avait pas confiance en elle. Oui, bien sûr, elle n'avait pas confiance en elle, mais on arrive à mettre à l'aise les gens. Voilà, c'est ce qui ressort souvent quand les personnes viennent dans la maison Goldaya. Si on arrive à mettre à l'aise les gens, à communiquer avec eux, à comprendre pourquoi ils ne sont pas à l'aise, pourquoi ils n'ont pas confiance en eux. Et je leur fais juste comprendre que, en fait, tout n'est qu'un jeu. Et j'ai pas peur de les complimenter sur les qualités qu'elles ont et sur ce qu'il faudrait améliorer. Vous voyez, je dis pas le mot défaut parce qu'on n'a pas réellement des défauts. On a juste des points à améliorer. Je pense que c'est un tout, en fait. Si j'arrive à leur parler, ils voient l'ambiance, ils voient le parcours. Et de là, elles arrivent plus facilement à se livrer. Et une personne qui se livre, c'est une personne déjà qui a baissé ses gardes et qui est apte à vous faire confiance. Et si elle sent que vous êtes vrai avec elle, elle va réussir à s'ouvrir et sans se rendre compte, elle va gagner en confiance. Ça veut dire que je dis toujours, il faut se valoriser soi-même pour gagner en confiance. Et c'est ce que j'ai fait avec cette personne-là. Si on l'a valorisée normalement, et petit à petit, au fur et à mesure, assez ouvert, on a parlé. Et sans se rendre compte, en vrai, elle sent qu'elle est dans un climat cool, de la sécurité. Parfois, pour gagner en confiance, je pense que ça suffit d'un déclic. Mais là aussi, moi, ça m'a complètement fascinée. C'est-à-dire que quand vous dites justement, on est la génération de transition, dans cette génération de transition, la place de la femme est complètement à réinventer. J'ai très bien regardé les premiers raps, comme le disait d'ailleurs ma première invitée, il n'y avait pas de femmes. Ou alors elles étaient dans une position très dégradante au point de vue féminisme, on va le dire. Et aujourd'hui, en faisant ça, vous êtes encore une fois une sorte d'inspiration, une sorte de guide pour toute une nouvelle génération où non seulement vous leur vendez des produits, vous leur vendez une entreprise qui leur ressemble,
en les montant vers le haut, donc vers les codes du luxe, et en plus avec une action de confiance. On va pas parler de féminisme parce que c'est pas ça l'idée, mais de confiance en elles-mêmes qui leur donne la possibilité d'aller vers autre chose. Exactement, oui. C'est vrai que comment la femme elle a été représentée dans le milieu du rap, et qu'il est toujours aujourd'hui plus ou moins en vrai, si on va dire, pour certaines femmes, c'est une manière dégradante. Mais après, moi, ce que je voulais apporter aux femmes, surtout aujourd'hui, on sent que les femmes elles sont de plus en plus fortes et indépendantes, mais je fais vraiment attention à ce message-là, parce que je montre une femme qui est forte, qui peut être indépendante, mais qui doit quand même rester en phase avec la réalité, dans le sens où on peut être fort indépendante, mais il ne faut pas oublier qu'à deux, on est plus fort. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'elles se disent Goldaya, mais les femmes indépendantes en avant, les femmes fortes, mais qui n'ont pas besoin d'hommes ou de... Non. Je mets vraiment la femme dans le sens où c'est l'élévation de la femme, que ce soit même dans le milieu hip-hop ou dans la société. C'est d'ailleurs pour ça que dans le style vestimentaire, elles sont souvent en blazer, elles sont en cravate. Ça fait femme qui va gérer ses affaires, qui va gérer sa famille, qui se prend en main et qui aspire à quelque chose de grand. C'est vraiment comme ça que je veux représenter la femme dans la société et en fait même dans le milieu hip-hop, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui écoutent du rap. Il y en a de plus en plus qui rappent et on peut donner cette image de cette femme qui rappe mais qui reste habillée vraiment classe et qui n'est pas forcément obligée de se dénuder ou de danser à moitié à poil sur des bars et tout pour attirer l'attention des hommes et tout. Non, je pense que Goldaya a beaucoup plus de classe pour représenter la femme d'une autre façon. Et c'est comme ça que je la représente, que je l'honore. Et au moins, ça permet à ma mère de voir des femmes présentables sur mon projet. parce que quand je crée, je pense à ma mère aussi des fois. Pour tout vous dire, hein, par exemple, ça c'est une chose que j'ai jamais réellement mis en avant. La façon dont je représente la femme, c'est juste quand je vois le courage que ma mère elle a eu pour nous élever quand notre père était parti. Il était parti pendant quelques années et j'ai vu comment ma mère avait réussi à tenir la maison, comment elle travaillait. Je regardais comment elle s'habillait. J'ai vu sa détermination. Et dans ma tête, je me suis dit, si je représente la femme un jour dans un projet, il faut qu'elle soit à l'image de ma mère ou de ma sœur. Parce qu'en vrai, c'était les deux femmes de la maison. Et j'ai vu comment elles se sont battues, comment elles ont monté leur carrière, comment elles ont pris soin de leur famille. Et je me suis dit, ouais, elles méritent qu'elles soient représentées comme ça. Donc aujourd'hui, même ma mère et ma sœur, elles sont fières de voir comment je représente la femme, puisqu'elles arrivent à se projeter dedans, à se reconnaître. Et du coup, elles portent les bijoux de Goldaya sans problème. Donc, dernier point de votre action qui est différente, j'allais dire, des codes du luxe traditionnels, vous êtes en train de sortir un livre. Et contrairement à ce que font les maisons de luxe, qui montrent un coffee table book énorme, dans lequel il y a des photos très très belles, et où on raconte l'histoire, point, vous avez fait un livre d'inspiration, où il y a vos pensées, et qui est encore une fois un guide de vie qui s'adresse à votre communauté et pas à l'acheteur lambda, qui s'adresse à votre communauté, qui rassemble simplement toutes ces petites phrases que vous mettez sur votre site, sur lequel on sait que votre communauté réagit et se reconnaît. C'est un nouveau style de livre en vrai, qui mélange citations, justement comme vous avez dit sur Instagram, des citations qui plaisent vraiment à la communauté, histoire personnelle. Et en vrai, ces histoires personnelles, elles sont très importantes parce que c'est elles qui racontent comment sont nées ces citations-là. C'est ce qui se cache derrière ces citations qui font une ligne. Mais en vrai, derrière, il y a des centaines de lignes. Et ensuite, il y a ce côté backstage, vraiment mode, parce que je sais que la communauté qui nous suit sur Instagram aime ce côté mode, mais aime aussi ce côté philosophique. Et du coup, c'est un ensemble. C'est vraiment un livre de développement personnel, mais en même temps d'histoire pour être inspiré, et ensuite de mode pour le plaisir des yeux. Et je pense qu'à travers ce livre, justement, le meilleur développement personnel, c'est d'être inspiré par une histoire. Et encore plus quand on arrive à interagir avec cette personne qui nous motive et nous inspire. Et je pense que c'est ça la force de ce livre-là. C'est une nouvelle forme de livre, ouais, c'est plus que du développement personnel pour moi. C'est le renforcement d'un mindset
et le développement d'un état d'esprit qui va nous emmener là où on a envie d'aller, que ce soit dans la mode, dans la musique, dans la danse, dans la vie, dans le travail, dans la famille. C'est un concentré de vérité et je pense que c'est un concentré d'équilibre au niveau de la vie personnelle et professionnelle. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre-là en vrai, pour montrer que faut rester positif, mais quand on a un projet, faut faire attention pour trouver le bon équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Parce qu'à l'intérieur de ce livre, on voit que quand il y a un secteur qui est mal dosé, il y a forcément des répercussions sur l'autre. Et je me suis brûlé les ailes plusieurs fois parce que dans ma vie personnelle, ça allait pas. Et dans ma vie professionnelle, c'était parfait. Et inversement. Et là, dedans, j'explique comment réussir à trouver cet équilibre pour se sentir bien, aller au bout de ses rêves. Et ouais, c'est ça le plus important. Et sur la forme, il intègre tous les codes du luxe, nouvelle génération, comme vous dites, parce qu'il est noir, complètement sobre, dans une enveloppe cartonnée blanche, avec lettres blanches. Donc pas une interprétation, mais une interpénétration des codes du luxe. Exactement. Et du hip-hop. Exactement. Pour moi, j'aurai toujours cette part de code du luxe parce que je respecte beaucoup leur travail. J'admire leur façon d'être précis. C'est ce que je voulais apporter. Dans ce livre-là, c'est construire comme une pièce unique, un chef-d'œuvre, une pièce de décoration, c'est ce que je dis. Et à l'intérieur, qu'il y ait une histoire en or. Et je veux faire comprendre aux gens, en vrai, qu'à travers ce packaging et le design de ce livre-là, c'est que chaque histoire doit être mise en avant d'une certaine manière, qui doit être représentée de façon précieuse. Je ne sais pas comment vous dire ça. En gros, c'est... je veux que chaque personne qui ait ce livre se rende compte que... Elle est un bijou. Elle est un bijou. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a ce coffret avec ce ruban blanc que chaque personne va recevoir pour dire que, voilà, cette histoire, c'est un bijou. Et dans cette histoire, il faut que tu arrives à trouver l'inspiration pour écrire ton histoire qui sera ton bijou. C'est vraiment la philosophie de comment j'ai travaillé le livre. Eh bien, merci Thé. Mais de rien, ça fait plaisir. Ainsi se termine cet épisode du podcast thématique « Il était une fois le bijou consacré aux joailliers du rap ». Pour l'épisode 7, je vous propose une analyse du bijou masculin et de leur réhabilitation par le port provoquant et décontracté des blings des rappeurs. Ce sera le 3 octobre avec l'historien du bijou, Ghislain Ockerman, spécialiste du bijou ancien et professeur à l'école des arts joailliers. Car comme vous le savez, mes 3 podcasts dédiés aux bijoux émettent en alternance le dimanche. Alors auparavant, c'est sur le podcast Le bijou comme un bisou que nous nous retrouverons. Et notre rendez-vous prochain avec Brillante, le podcast des femmes de la joaillerie, sera le 3e dimanche de septembre. Pour ne manquer aucun de nos rendez-vous du dimanche autour du bijou, abonnez-vous à chacun de ces 3 podcasts sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur YouTube. Et encouragez-moi en likant, en mettant des commentaires et en partageant. C'est ce qui permet de référencer les podcasts. Et si vous aussi, vous avez envie de donner une voix à vos bijoux, contactez-moi. Je me ferai un plaisir de vous accompagner pour créer votre histoire joaillère en podcast. À dimanche pour votre prochaine histoire de bijoux.